Bienvenue dans Unis Réno by Cnova, le podcast qui donne envie et confiance d'entreprendre des rénovations énergétiques globales de copropriété. La rénovation énergétique, ça peut paraître complexe, parfois même insurmontable. Les syndics se posent beaucoup de questions. Par où commencer? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Comment embarquer les copropriétaires? Je suis Anne-Sandrine Di Girolamo et chaque épisode, je pars à la rencontre de syndics qui ont relevé le défi. Ils nous confient leurs doutes, mais surtout leurs solutions et leurs clés de succès pour vous inspirer dans vos projets. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Yves Colonne, gestionnaire de copropriété et fondateur d'Orpi Atexia Copro. Il va nous raconter de l'intérieur la rénovation globale de la résidence Manet, une copropriété affaiblie par des années de laisser-aller, copropriété qu'il a contribué à transformer profondément en tant que syndic engagé. Bonjour Yves Colonne. Bonjour Anne-Sandrine. Commençons par dresser la fiche d'identité de cette résidence Manet, si vous le voulez bien. Alors, tout bêtement, combien de lots et combien de logements? Alors, c'est une résidence typiquement des années 70, oui, et qui est composée de 51 appartements. Mhm. Elle est située à Nogent-sur-Marne et elle est dans un cadre proche des bords de Marne, assez excentré quand même, et donc permet des logements avec des surfaces relativement plus grandes que l'on peut trouver dans le centre-ville, donc plus accessible, avec une population, on va dire, de catégorie sociale moyenne. Oui. Mais alors, le mot-clé, c'est 70, je pense. Les années 70, c'est ça? Oui, ça, c'est très important, puisque ça nous tire le portrait, déjà, des grandes lignes de la copropriété. Oui, parce que cette copropriété, est-ce qu'elle était dans un bon état d'entretien et de fonctionnement? Alors, j'ai déjà donné quelques infos dans l'intro, mais vous pourriez sans doute nous en dire plus. Alors justement, moi j'ai récupéré la gestion de cette copropriété en 2020 et j'ai trouvé une copropriété où il y avait beaucoup de débiteurs. Et le syndic précédent ne faisait pas forcément beaucoup de travail sur le recouvrement et les gens avaient pris l'habitude de ne pas régler leurs charges ou de les régler quand ils pouvaient les régler. Du coup, très peu de travaux avaient été engagés puisque les copropriétaires avaient peur d'alourdir tous ces débiteurs. Oui. Donc, j'ai trouvé effectivement cette copropriété sans entretien. Et la première mission à laquelle je me suis attelé, c'est de resensibiliser tous les copropriétaires, puisque c'est quand même leur patrimoine. Et ça a marché très, très vite, puisque finalement, on est arrivé à remettre une situation financière saine. Oui. Et on a pu commencer à se mettre autour de la table pour parler des travaux qui devenaient vraiment nécessaires. Mais alors, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a déclenché dans cette copropriété le sentiment qu'il allait quand même falloir penser à un projet ambitieux de rénovation globale? Alors, je pense que c'est la confiance qui s'est instaurée avec cette finalement mission qui a remis à flot la trésorerie de la copropriété. Le travail sur le financier d'abord, c'est ça? Voilà, et donc la confiance en se disant, tiens, peut-être qu'on a trouvé un syndic qui est actif, qui a envie de nous accompagner un petit peu. Et bien sûr, eux, dans leur esprit, c'était un petit peu. Alors, c'est pas du tout péjoratif, mais l'ancienne méthode, c'est-à-dire, on va réfléchir à ce qui va être prioritaire. On va essayer de voir les finances, de faire des appels de fonds, et puis commencer, par exemple, par la toiture, qui nous semble, il commence à y avoir des petites fuites, etc. Et donc là, moi, pour le coup, là, ils m'ont écouté, et je leur ai dit, mais écoutez, si vous faites ça, il est certain qu'on va retomber dans une situation qui va être difficile puisque on va vraiment augmenter les charges pendant une période très très longue parce qu'il va falloir prendre le temps de faire des appels de fonds, d'attendre pour faire les premiers travaux, ensuite refaire des appels de fonds, refaire les seconds travaux. Donc vous allez vraiment augmenter les charges de façon importante pendant une durée très très longue. Et donc la proposition que je leur ai faite, c'était de dire, et si on mettait tout sur la table et qu'on réfléchissait à un financement unique et puis à faire tous ces travaux en même temps. Alors évidemment, ça a fait un petit peu peur, mais compte tenu du climat, ils ont accepté d'aller un petit peu de l'avant. Donc l'étape d'après, c'était de proposer un audit, donc un DTG en fait. Chose très très importante, c'est la question de l'équipe. Comment est-ce que tout ce projet s'est structuré? Avec quelle organisation? Est-ce que c'était un AMO seul, des prestataires? Quel choix avez-vous fait?
Eh bien, donc en ce qui concerne donc en interne la copropriété, donc comme je vous l'ai dit, là les relations étaient bonnes, donc c'était assez facile d'avoir un noyau de personnes qui voulaient effectivement aller de l'avant. D'ailleurs, on prend l'expression dans le milieu, on utilise l'expression embarquer la copro, et je trouve que c'est vraiment une belle image parce que c'est exactement ça. On essaye vraiment de faire monter le plus de personnes possible. Donc en interne, c'est vraiment la relation syndic copropriétaire qui fonctionne. Prime, oui. Et en revanche, c'est là ce qui a vraiment bien marché, c'est que pour ce projet-là, on a choisi un bureau d'études qui globalise à la fois l'AMO, le thermicien, enfin toutes les casquettes. Et vraiment, ça, c'est très, très intéressant parce qu'il y a une vraie cohérence, il y a une solidarité puisque c'est les mêmes équipes, enfin, c'est des équipes différentes, mais qui sont coordonnées. Et vraiment, ça, c'est une aide qui est vraiment très, très grande puisque sur d'autres projets, j'ai pas ce schéma-là et je souffre un petit peu plus. Donc, c'est important, selon vous, de limiter le nombre d'interlocuteurs, c'est cela ? Je voudrais pas dire ça parce qu'au début, ça a été un petit frein. Quand moi j'ai proposé cette solution, ils avaient peur du manque de neutralité, c'est-à-dire de dire attends, si celui qui fait le diagnostic, c'est celui qui va faire aussi l'étude, qui va aussi faire la maîtrise d'œuvre, qui va aussi. Donc ça, au début, effectivement, l'idée d'avoir des équipes qui viennent de sociétés différentes, c'était plus rassurant. Mais pour autant, et là vraiment avec le recul et avec le résultat. C'est, je pense, vraiment très intéressant de globaliser soit au sein d'une seule entreprise, soit vraiment avec une équipe qui a déjà fait ses preuves et qui travaille ensemble, parce qu'il y a pas dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je pense que ça, c'était très important dans notre projet. Oui, on a beau avoir confiance dans son syndic et le syndic gagne la confiance des copropriétaires, la méfiance peut revenir assez vite au fond. Et puis pour être honnête, c'est vrai que bien sûr que nous, on peut avoir la confiance. Mais vous savez, il y a tout au long du chemin, il y a plein de périodes de doute parce que les informations, nous on essaye d'avoir les meilleures informations, etc. Mais il y a plein de choses qui peuvent changer, etc. Donc on a des moments des doutes en disant est-ce que je les emmène dans la bonne direction, donc c'est pas si simple. Oui, et puis ces informations qui viennent peu à peu. Quand on a préparé le sujet, vous me disiez la plus grosse difficulté au fond, c'est que on ne connaît pas les informations, on les reçoit à la fin de l'étude. Oui, c'est un peu le principe d'une étude. C'est-à-dire que l'étude est là pour répondre aux questions. Le problème, c'est que les questions qu'aurait la question, puisqu'on va être clair, la question qu'aimerait connaître, dont les copropriétaires aimeraient connaître la réponse le premier jour, c'est combien ça va me coûter. Et le problème, c'est que ça, je sais leur dire seulement après, pour cette étude-là, pour ce projet-là, après 2 ans, et pouvoir leur dire exactement ce que ça va leur coûter par mois. Donc c'est vrai que c'est un chemin qui est un petit peu long. Et pendant tout ce temps, il y a plein d'informations qui sont colportées, qui quelquefois qui sont totalement fausses. Et c'est assez dur de faire face à tout ça. Comment les copropriétaires se sont impliqués dans ce projet, dans cette copropriété? Alors c'est vrai que c'est quand même aussi séduisant. C'est leur patrimoine. C'est séduisant à un moment donné quand ils font abstraction des montants qu'ils voient passer, des estimations qui sont faites, quand ils commencent à penser qu'on va tout faire en même temps. Il y a quand même quelque chose qui fait que ça les entraîne parce qu'ils comprennent que leur patrimoine, leur confort va augmenter. Il y a aussi un autre petit détail dans cette copropriété, je l'ai pas dit au début, elle fait partie d'une ASL, c'est-à-dire qu'il y a 5 copropriétés qui sont dans une sorte de parc. Et il y a aussi un paramètre qui est très très intéressant, c'est que il y a une petite fierté, ça va être la première copropriété parmi les 5 qui va être rénovée. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose, d'ailleurs, qui a poussé les autres à engager des projets, d'ailleurs. Donc, donc c'est vrai que ça les a aussi motivés d'être précurseurs et de voir que, de toute façon, toutes les copropriétés de cet ensemble ont besoin d'être rénovées. Et donc, voilà. On se compare, on se motive. Quelles sont, selon vous, les clés alors pour réussir à faire voter un projet de rénovation globale comme celui-là, pour vous? Alors, les clés... Qu'est-ce qui a fonctionné dans cette copropriété? Je pense que c'est... effectivement, c'est très vite l'opposition entre et si on faisait rien. Et quand on dit si on faisait rien, c'était si on faisait pas le projet. Le projet, il s'appelle une éco-rénovation globale. Donc évidemment, il y avait
puisque ça c'est soumis au vote, moi j'ai toujours dit, mais écoutez, on en est simplement à des études et vous pourrez décider de pas le faire. Par contre, il faut pas oublier de leur dire, si on le fait pas, n'oubliez pas que vous allez être obligé de faire plein de choses. Le ravalement, quand bien même vous voudriez pas l'isoler, même si légalement on est obligé de l'isoler, mais bon, oui. Eh bien il aura un coût. La toiture, il va falloir la refaire. On l'isolera pas si vous le souhaitez, mais il y aura un coût. Et donc, quand on oppose finalement ces deux choses, les gens se rendent compte que le bon sens, les aides financières, Oui. Tout ça nous guide quand même vers le choix de peut-être la raison et puis de faire un beau projet. La clé peut-être, c'est de devoir en fait d'être confronté à une nécessité, de comprendre qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Oui, c'est absolument ça. C'est-à-dire que quand, puisque là, effectivement, la loi nous oblige à, dans toutes les copropriétés, avoir cette approche, il est évident que notre rôle à nous, c'est de détecter très vite si on a des leviers. Et les leviers, ce sont d'abord s'il y a des choses qui vont être nécessaires à faire pour l'entretien. Donc ça, c'est le premier levier. Et financièrement, il vient vraiment combler finalement une partie du coût du projet, puisque de toute façon, il faudra le faire. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Puis bien sûr, le deuxième levier, et ça aussi, c'est notre expérience qui est importante, c'est d'être capable, avant même d'avoir fait une étude, de visualiser et d'identifier si on a les leviers, puisque ces projets, il fallait bien mettre des règles, et pour bénéficier des aides, il faut pouvoir justifier d'un gain énergétique d'un certain niveau. Et donc, vous avez des copropriétés où même si vous voulez faire plein de choses, vous n'arrivez pas aux 35%, donc vous ne pouvez pas ouvrir les aides MaPrimeRénov'. Donc, du coup, c'est les deux facteurs qui sont très, très importants, je pense. Dans cette dernière partie du podcast, j'aimerais qu'on parle un peu plus de vous. Qu'est-ce qui vous a aidé de façon générale à tenir le cap ? Qu'est-ce que vous avez appris sur le plan professionnel ? Qu'est-ce que vous avez appris sur le plan personnel ? Beaucoup de choses, parce que c'est vraiment notre rôle, il est vraiment, puisqu'on est vraiment accompagné pour la partie technique, donc notre rôle, il est vraiment là humain. Et oui, on apprend plein de choses, on essaye d'aller un petit peu au bout des relations. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est chaque fois que le conseil syndical m'a appelé pour me dire on arrête tout, je dis ok, on arrête tout, et puis effectivement ils m'ont rappelé pour dire non mais on voulait pas dire ça, mais là ça va trop vite, etc. Donc non, c'est humainement relativement intéressant. Après, c'est aussi très satisfaisant parce qu'on sait que de toute façon la copropriété elle peut pas rester dans cet état. Donc c'est quand même intéressant d'envisager quelque chose qui améliore le patrimoine de toutes ces personnes. Donc c'est très très satisfaisant et valorisant. Après on apprend par contre, et c'est vrai que c'est plein de choses qui me sont très utiles maintenant dans les nouveaux projets parce que je peux les dire dès le début. Et une des choses, alors vraiment, vraiment qui est importante, j'ai eu, dès le début, quelques personnes, elles n'étaient pas nombreuses, qui ont été farouchement opposées au projet et qui ont systématiquement des opposants farouches. Oui, et qui ont posé des arguments systématiques, qu'ils soient techniques, qu'ils soient... Et en fait, on a perdu un petit peu de temps et d'énergie à répondre à des fausses questions. Parce qu'en fait, à la fin, je l'ai compris, leur question, c'était pas qu'ils étaient opposés au projet, c'est qu'ils n'ont pas osé, lors d'une réunion, se lever et dire, ce qui est pas simple, et dire, mais moi, je pourrais jamais financer tout ça. Et le fait de pas le dire, ils ont cherché un petit peu des voies déviées pour dire non. Et c'est dommage parce que ça nous a fait perdre du temps. Et si bien que, alors pour aller jusqu'au bout du truc, c'est que quand on a fait la réunion publique à 15 jours de l'AG et qu'on a enfin pu donner les quotes-parts précises. Alors, les quotes-parts, c'est aussi, il faut vraiment savoir, sur des projets comme ça, elles finissent toujours par un coût mensuel. Parce que l'idée, sauf ceux qui ne le veulent pas, c'est quand même de financer la majeure partie avec les COPTZ. Donc même des gens qui, à la limite, pourraient payer leur quote-part, à un moment donné, se dire que de mettre ça sur 20 ans avec un taux à 0,5%, c'est plutôt valable. Donc, quand on leur a présenté leur coût mensuel, c'est vrai que alors là, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, si on avait pu commencer par ça, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus simple. Donc ça, maintenant, c'est quand même quelque chose où je fais attention et j'essaye d'expliquer que on n'est pas là pour emmener, si de toute façon on n'emmène pas tout le monde, c'est pour ça qu'on parlait d'embarquer,
c'est la copropriété qui aura des problèmes. Donc, il faut vraiment qu'on se soucie de tout le monde et que sur un projet comme ça, le financement, que tous comprennent qu'ils vont pouvoir. Alors après, les fausses idées, c'est aussi de penser que tout est subventionné, donc il y a quand même un coût, mais qui ramené sur 20 ans mensuellement, c'est absolument, absolument incroyable parce qu'on arrive à faire des choses. Là, en tout cas, le projet est superbe et avec des coûts qui sont très, très raisonnables. Et vous disiez tout le monde, ça veut dire aussi les personnes âgées. Absolument, puisque oui, ça aussi, il faut l'expliquer dès le début. Oui. Les financements sont bien sûr, puisque le but, il est de pas bloquer les copropriétés, et il n'y a pas de limite d'âge. Donc, bien entendu, moi, j'ai des copropriétaires dans cette copro qui sont âgés, et c'est vrai que si on leur explique pas, si on leur parle comme ça dans une réunion qui a des crédits sur 20 ans, ils écoutent pas vraiment parce qu'ils se disent, non, mais là, on me parle pas à moi, alors que effectivement. Oui. Ils y sont complètement éligibles. C'est ce qui rend le système, de toute façon, possible. Parce qu'autrement, comment voulez-vous financer ça? Mais il faut penser à dire les choses. Il faut l'expliquer. Oui. Il faut l'expliquer. C'est le moment de partager votre expérience avec un collègue, peut-être un gestionnaire moins expérimenté, un professionnel aussi qui peut hésiter. Qu'est-ce que vous lui diriez? Quel conseil vous donneriez aux gestionnaires de copropriété qui hésitent encore? Alors, vraiment, en toute humilité, sans aucune prétention, c'est de se dire qu'on va pas pouvoir y couper. Donc, il faut y aller parce que là, les copropriétés, il faut absolument les accompagner. On va pas pouvoir les laisser comme ça. Et c'est vrai, je peux comprendre que face à toutes les complications et toutes les choses qui ont été colportées. Et pour la petite anecdote, le soir, il y a début juin, où on a voté ces travaux, le lendemain matin, on entendait, et c'était le lendemain matin, MaPrimeRénov' était supprimée. Oui. Et nous, on avait voté le soir même. Donc, évidemment, le temps que les gens comprennent que ça ne touchait pas la copropriété, etc., c'est beaucoup, beaucoup de complications. Et donc, moi, je pense que nous, syndics, on a un rôle qui est vraiment prépondérant là-dedans. D'ailleurs, les problèmes qu'ont rencontrés MaPrimeRénov', c'est sûrement pas avec les syndics, c'est surtout avec de l'individuel. Et on doit être, je pense, un acteur qui est central dans cette mission. Donc, il faut pas avoir peur et c'est vrai qu'il y a vraiment à disposition des formations. Aujourd'hui, il y a quelques temps en arrière, c'était un peu plus complexe parce qu'on pouvait même faire des formations et j'ose le dire qui étaient contradictoires. Aujourd'hui, c'est quand même un peu mieux huilé le process et donc il faut y aller. Voilà, donc le conseil, c'est vraiment c'est valorisant. Et ça permet aussi de valoriser son cabinet parce que c'est quand même agréable de pouvoir présenter des projets qu'on a réalisés. Oui, ça c'est votre mot encourageant pour la fin? Oui, c'est encourageant. Et puis, je pense que notre métier, qui est souvent stigmatisé en réglant les fuites d'eau, les sorties des poubelles, je trouve que c'est quand même très très valorisant de pouvoir participer. Et franchement, sur une copropriété où là on était 5. Alors aussi pour vous donner le résultat du vote, il y a eu 8 opposants sur 51 quand même, donc pour voter les travaux. Donc c'était vraiment des gens qui avaient gardé l'orgueil, qui pouvaient plus changer. Mais non. Et après on nous a même dit, ceux qui ont voté contre, on dit, mais je suis absolument pas contre le projet, c'est que finalement on n'a pas été assez consulté sur les couleurs, etc. Alors que bien entendu dès le début on avait fait des équipes, on avait proposé à tout le monde de participer. Voilà, donc voilà mais en tout cas c'est plutôt intéressant et puis valorisant de faire un projet comme ça. Et si je vous demandais de choisir un seul mot pour décrire ce projet, quel serait-il? Je vais dire vraiment la relation humaine, parce que vraiment, oui, c'est la relation humaine. Merci infiniment Yves Colonne. Je vous en prie, merci, au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez maintenant une clé de plus en main pour entreprendre des rénovations globales de copropriété. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec vos collègues ou vos amis gestionnaires. L'expérience d'un syndic peut en inspirer un autre et chaque partage peut déclencher une nouvelle dynamique de projet. Mettez-nous un petit cœur, cela nous aidera grandement à faire connaître ce podcast Unis Reno by Cnova et pour cela, nous vous remercions chaleureusement. À très vite pour un nouvel épisode avec de nouvelles clés à découvrir.